poursuivons la discussion sur le plan des marchés et sur le plan des marchés boursiers, notamment avec Franklin Pichard à mes côtés en plateau, directeur général de Kipling Finance. Bonjour et bienvenue Franklin. Bonjour Grégoire. Nous entamons aujourd'hui le mois de juin, l'occasion quand même de dire un mot de ce qui s'est passé au cours du mois de mai. Pour les marchés boursiers en général, c'est vrai que quand on regarde des indices très larges d'actions globales, c'est un mois de consolidation, de légère baisse. On a vu une baisse peut-être un peu plus appuyée sur des indices actions en Europe et peut-être notamment pour le CAC 40 en premier lieu. Oui, alors on a eu un mois qui était un mois où la volatilité s'est invitée presque à toutes les séances. On a été dominé par le plafond de la dette, par l'inflation, par les publications, par les détachements de dividendes, paiement de dividendes. Donc tout ça a contribué, et puis avec des secteurs qui s'en sont mieux sortis, on aura l'occasion de l'évoquer. Si on n'avait pas d'intelligence artificielle au mois de mai, on a raté sa performance, c'est clair. Et on a rebattu un petit peu les cartes, on a brûlé ses stars et on a été chercher au fond du panier les valeurs un peu en retard à qui on a retrouvé de nouvelles vertus. Donc c'était un mois où effectivement on se solde, si on parle du CAC 40, par une baisse de 5,2%. Hors dividende réinvesti, la baisse n'est plus que de 3,8%. Ah oui, quand même. Donc on a eu notre premier mois baissier de l'année 2023, ce qui arrive assez fréquemment en bourse. Oui, effectivement. C'est un bon point de rappeler effectivement la différence qu'on peut avoir entre le CAC 40 tel qu'on le connaît, ou en tout cas tel qu'il est affiché quotidiennement sur les écrans, le CAC 40 cash et le CAC 40 dividende réinvesti. D'autant que le mois de mai, la période du mois de mai-juin sont des périodes de gros détachements de dividendes en Europe et à Paris notamment. Oui, on l'a vu à l'image de la séance de mardi où vous aviez le détachement au sein du CAC 40 de dividendes de boîtes qui ont des rendements énormes. Crédit Agricole avec plus de 8%, Société Générale avec plus de 8%. Il y avait également Sanofi, plus de 3 et quelques pourcents. Résultat, le CAC était en baisse, alors que le DAX et les autres places européennes étaient en hausse, puisqu'on exprime notre CAC hors dividende. Et quand on regarde depuis la création, alors qu'on a un CAC qui flirte autour des 7000, 7100 points, le CAC avec dividende réinvesti, on est à 22 400 points. Donc on a eu le plus haut historique le 19 mai, donc il y a 15 jours, 10 jours. Donc effectivement, c'est une dominante qu'il faut avoir en tête. Et nous, en tant qu'opérateurs sur le marché, on regarde dans ces périodes un petit peu plus agitées, on regarde plutôt les futurs que le cash, puisque et là, pour le coup, le futur nous reflète véritablement l'évolution du CAC. Et on voit toujours une vraie différence entre un CAC cash qui, lui, sera baissier et les futurs sur l'échéance du mois qui, eux, sont haussiers. Donc, c'est un peu technique, mais il ne faut pas le perdre de vue. Et mardi était véritablement une séance avec des sociétés du CAC avec des dividendes entre 5 et 8%, où là, on a vraiment vu l'impact de ce que avaient les dividendes sur la notion de statistique du CAC. Qu'est-ce qu'on peut dire du coup d'arrêt boursier qu'a connu le secteur du luxe au cours du mois de mai? C'était il y a une dizaine de jours. Il y a eu une séance qui a cristallisé un petit peu des mouvements de sortie assez importants sur le secteur du luxe. On a vu des baisses de 5-6% pour les stars, LVMH, Hermès, Kering, etc. Et depuis, effectivement, on est plutôt sur une dégradation boursière de ce secteur. Avec un peu de recul, quels sont les éléments techniques, fondamentaux qui expliquent ce coup d'arrêt? On sentait quand même qu'il y avait de l'appétit retrouvé pour ce secteur. Il y avait un bull case, un cas haussier qui était assez évident pour de nombreux opérateurs. Et c'est vrai que le marché va toujours là où on ne l'attend pas. Et c'est le moment que le marché a choisi pour, boum, taper un peu sur ce secteur. Oui, alors il y a eu un double effet qui se coule. Le premier, ça a été une étude de Deutsche Bank qui a dit le marché et le luxe se payent beaucoup trop cher. Un petit peu ce qu'on avait connu il y a 1 ou 2 ans et où on avait vu les Hermès qui étaient passés de 1700 à 950. Ouais, c'est ça. Et de la même façon, ça s'était opéré un peu moins pour LVMH, Kering et compagnie. Là, cette étude a quand même un peu ébranlé les convictions des investisseurs qui se disaient peut-être qu'il n'y a
plus grand-chose à gagner à très court terme. Et là-dessus arrivaient les indicateurs et les indices chinois, avec le ralentissement de la croissance, le ralentissement de la consommation des ménages, parce que vu de chez nous, on ne se rend pas compte, mais quand on discute avec les analystes qui reviennent de Chine, ils nous disent on a très peur, il y a eu le nouvel an chinois avec énormément de morts, qu'aujourd'hui on hésite à quand même sortir dans la rue. Donc le comportement des investisseurs et des ménages, pas des investisseurs mais des ménages, n'est pas revenu véritablement. La peur du Covid n'a pas quitté la Chine. La peur du Covid n'a absolument pas quitté la Chine et ça se ressent sur certains secteurs, que ce soit industriel, que ce soit le pétrole, que ce soit également le luxe en particulier. Donc, on s'est dit, finalement, du LVMH, quand on avait vu les cours auxquels on était arrivé, du Hermès au-dessus de 2000, on a eu une petite correction, pas méchante, 5-7%, 8%. Et ça fait quand même dire à beaucoup que peut-être que ça n'est pas assez dans une période un peu incertaine où qu'est-ce qu'on peut aller chercher vraiment aujourd'hui comme nouveau record. On s'est éloigné de notre record qui était à 7580, on s'en est éloigné et aujourd'hui on essaie de sauver le seuil de 7000 points pour éviter d'avoir une correction un peu plus importante. Beaucoup de questions liées à l'inflation, liées à ça vient d'être évoqué, vous venez de l'évoquer, la politique de la Fed. Rappelons-nous qu'il y a quelques semaines, les investisseurs pariaient sur une baisse des taux avant la fin de l'année. Aujourd'hui, on parle à nouveau de hausse, peut-être le 14 juin, c'est ça. Et puis peut-être en juillet. Avant les baisses de taux, il y aura peut-être d'autres hausses de taux de la Fed. Donc tout le monde est un petit peu ébranlé. Le plafond de la dette, le vote s'est bien déroulé hier à la Chambre des représentants. Ça va maintenant aller au Sénat, mais on voit que ça a fait pchit. Ça n'a eu aucun effet. C'était dans les cours. De toute façon, il n'y avait pas de réel doute sur le fait qu'on ne se mette pas d'accord. Est-ce que ce sera le 1er juin, qui avait été reporté au 5 juin, un peu plus tard, ça aurait un impact si c'est un peu plus tard, mais enfin, la messe est dite, quoi. Ça se fait. Donc, effectivement, on joue à se faire peur pendant des semaines, ça pèse et ça met une chape de plomb sur l'évolution du marché. Et heureusement, globalement, on a eu des publications qui étaient plutôt bonnes et puis énormément de rotation sectorielle. On en parle régulièrement, mais là, effectivement, on a eu des bonnes surprises sur des secteurs un peu sinistrés depuis 2 ans. Exemple, s'il fallait quitter un peu le luxe, en tout cas là, ces derniers jours ou ces dernières semaines, vers quoi est-ce qu'on avait plutôt envie d'aller, Franck ? Typiquement, c'est ce par quoi je commençais. Si on n'avait pas l'intelligence artificielle, on a eu Nvidia qui a mis les projecteurs sur un secteur. Bon, Nvidia, c'est cette semaine, mais le Nasdaq fait plus 23% depuis le début de l'année. Et sur sur le mois, il fait autour de 6%. Donc, dans la foulée, vous avez des valeurs qui ont connu l'effet Nvidia, et pour ne parler que Dassault Systèmes, ST Microélectronique. Et puis, hier, on a eu une envolée de quasiment 7% sur Capgemini, où là aussi, avec des accords sur Google Cloud, où tout le monde a vu les vertus que l'intelligence artificielle pouvait créer auprès des groupes européens et français, pour ceux qu'on vient d'évoquer. C'est intéressant parce qu'effectivement, ces boîtes de logiciels, Capgemini par exemple, ou même Téléperformance, et c'est vrai que dans la réflexion qu'on peut avoir sur les modèles d'affaires de ces groupes, on se dit que l'IA génératif peut apporter beaucoup. Le marché n'a pas encore décidé que ces groupes de software étaient gagnants de l'IA générative. Un groupe de composants hard-tech comme Nvidia, oui. Pour le reste, c'est encore en débat. C'est encore en débat. C'est en train de sensibiliser les acteurs de marché qui ont effectivement salué par la performance une anticipation des implications que l'aura l'IA sur ces groupes-là. Mais vous évoquiez les performances, là pour le coup, c'est la plus forte baisse du mois de mai. 22%. C'est plus bas qu'au moment du choc colombien. Ah oui, largement. Alors effectivement, tous les fonds ESG sont sortis, et quand les fonds ESG sortent, ils ne sont pas prêts de revenir. Donc le titre était plombé. En plus, vous avez eu cette nouvelle du PDG qui a vendu des titres pour une raison fiscale. Il en a le droit, mais l'annonce a reprovoqué une baisse du titre. Et là, je pense, nous, on en a dans tous les portefeuilles. Est-ce qu'il faut les garder ?
Est-ce qu'il faut porter? Comme vous le dites, c'est un groupe qui devrait profiter des effets de l'intelligence artificielle et de l'IA en général. Donc, on ne sait pas trop quoi faire, mais on a un peu l'impression qu'on a du dead money pendant un an et demi sur des titres comme ça. On a eu en revanche des titres, j'évoquais Dassault Systèmes qui a eu une performance de 13% sur le mois de mai. Ouais. On est repassé au-dessus des 41 €. On était à 35 € il n'y a pas si longtemps que ça. On voit qu'il y a un réveil et qu'il y a des arbitrages sectoriels. Et je voyais cette étude, excusez-moi, je finis là-dessus, allez-y, Franklin, de Bank of America sur les flux de capitaux à mercredi. Il y avait eu plus 18 milliards de dollars sur les actions, 2,3 milliards sur les obligations, et puis ça se fait sur des arbitrages où les opérateurs les investisseurs sortaient de l'or et du cash. Ouais. Donc on sent que malgré tout, il y a un engouement pour un retour sur les marchés actions, mais compte tenu de ces stats, on sent que l'engouement, il profite plutôt au marché américain qu'au marché européen. Vous en avez connu des modes de marché, des thèmes qui font le buzz, des thèmes hype, comme on dit, Franklin. Du méta l'année dernière. Non, mais oui, méta, crypto, en ce moment, c'est etc. Un peu bancal, quoi. Mais l'IA, là, on est déjà dans un moment un peu bullesque du thème, où il y a quelque chose de plus large que simplement le buzz Nvidia, effectivement, aujourd'hui. Est-ce que c'est un vrai thème de marché avec, encore une fois, toute la profondeur, tout l'univers d'investissement que ça implique? Je me souviens d'il y a quelques années, je raconte l'histoire depuis le début de la semaine, mais Carrefour sort un communiqué en pleine séance pour dire nous aussi on utilise la blockchain dans la chaîne logistique de transport de Carrefour. Bon, dont acte, ça n'a pas changé le modèle d'affaires de Carrefour, ça n'a pas changé le statut boursier de Carrefour. Je ne dis pas que la blockchain n'existe pas ou n'est pas intéressante, mais ça n'a pas été une révolution, une rupture pour des groupes traditionnels, en tout cas, majeurs. L'IA, on se dit que ça peut quand même provoquer des choses peut-être un peu plus brutales. Alors moi, j'ai l'occasion d'aller voir différents stratégistes économistes qui font des présentations. Ils prennent au sérieux l'IA. C'est-à-dire que on a senti, vous parliez de la blockchain, on a pu parler du métaverse, de tous ces éléments. Je minimise pas ces histoires-là, mais ça a fait un peu pchit au sens boursier du terme, j'entends. Et puis même dans les discussions et les échanges, plus personne ne vous parle en ce moment du métaverse. C'est en ce moment de côté. C'est plutôt l'épouvantail. Effectivement, c'est chassé par l'IA que tout le monde est en train de découvrir. Mais quand vous voyez que les gros groupes américains, Amazon, Google et Tesla, enfin Elon Musk, on est quand même sur des gros barnums qui s'intéressent et qui sont plus qu'en train de s'y intéresser, qui investissent énormément de milliards de dollars sur la thématique. C'est plus qu'un effet mode. C'est pas des cavaliers isolés. C'est pas des cavaliers isolés. Et puis on voit immédiatement, les analyses voient immédiatement les implications que ça peut avoir sur les groupes. Et c'est vrai que c'est une révélation quand même quelque part. Donc une bulle, à ce stade, on ne pense pas. On pense que derrière, il y a du hard, il y a vraiment des choses sérieuses et que ça mérite de pouvoir regarder et faire plus que regarder. Et ça contribue au rebond du Nasdaq qui était en déshérence depuis 18 mois et de tout le secteur, le compartiment un peu tech des indices qui nous donne envie de revoir un petit peu nos pondérations par rapport à des valeurs un peu plus classiques et plus exposées à la remontée des taux, au ralentissement de la croissance, etc. Comme on aborde le mois de juin et la période estivale sur le plan de l'organisation des portefeuilles, est-ce que le mois de mai a amené à des réaménagements particuliers ou pas forcément? D'ailleurs, les tendances de fond n'ont pas totalement changé non plus avec la consolidation qu'on connaît au mois de mai. Non, et on a eu l'occasion de l'évoquer. Les vendeurs sont toujours droits dans leurs bottes et considèrent qu'ils vont avoir raison. Et les acheteurs considèrent que les plus hauts historiques sont devant eux, forcément dans l'absolu, mais surtout ne justifient pas aujourd'hui de vendre. Alors, chacun trouve des arguments d'ailleurs qui permettent de conforter ces deux convictions un peu antagonistes, quoi. Exactement. Et quand vous voyez les volumes, hors la séance d'hier où il s'est échangé plus de 8 milliards, mais ce sont des ajustements de fin de mois,
tout au long des 15 séances ou 10 séances qui nous ont précédé, on était plutôt sur des volumes entre 2 et 3 milliards, même en dessous de 2 milliards. Et qui plus est, et je le répète peut-être à chaque fois, mais vous voyez que pendant le fixing de clôture, il s'échange quasiment 1 milliard. Entre 800, 700 millions et 1 milliard. Un tiers ou la moitié du volume du jour, quoi. Exactement. Et pour peu que vous ayez une fête, un jour férié à Londres et aux États-Unis, c'était le cas, là, c'est même pas la peine de venir. Ouais. Bon, mais ça veut dire on reste avec quel type de ligne de conduite là aujourd'hui, Franklin ? Écoutez, moi j'ai eu l'occasion de dire que j'étais très mal à l'aise avec les niveaux qu'on avait atteints sur le marché il y a un mois. Il se trouve que pour le moment, la correction... Elle n'est pas sévère, hein. On a évoqué 3,8%, c'est rien. Est-ce qu'on va avoir, dans la foulée, peut-être, si on casse les 7000 points sur le CAC, on peut l'étendre aux autres places, une correction un peu plus soutenue avant l'été. On ne va pas avoir grand-chose à se mettre sous la dent pour investir. On voit que les publications, on a eu aujourd'hui Rémi Cointreau, c'est un record, le titre baisse. On voit qu'en revanche, quand il y a des sanctions, elles sont un peu vertigineuses. Donc on voit qu'il y a beaucoup de tensions, beaucoup de volatilité, de nervosité sur le marché. Donc il faut rester équilibré, mais ne pas être investi à 100% de ses portefeuilles en ce moment, c'est clair. Merci beaucoup Franklin, merci pour votre contribution tous les 15 jours, le jeudi à 12h30 dans Smart Bourse. Franklin Pichard, directeur général de Kipling Finance, qui était avec nous en plateau pendant cette demi-heure. On se retrouve bien sûr à 17h en direct sur Bismart.